Les étagères devant moi, les bouteilles, même les murs semblaient légèrement ondulés, se tordre comme si tout l'espace autour de nous devenait malléable. Mon neveu de 7 ans était dans le salon, en train de faire le pitre, comme à son habitude. Il agitait une petite tronçonneuse jouée dans une main et un ruban noué en boucle dans l'autre. La tronçonneuse avait un manche en plastique en forme de boucle fermée. Et puis, soudainement, d'une manière totalement incompréhensible, le ruban et la poignée de la tronçonneuse se sont retrouvés enchevêtrés, comme si les deux anneaux avaient traversé l'un l'autre, exactement comme lorsqu'un magicien fait passer deux anneaux solides l'un à travers l'autre. Je ne comprends pas vraiment comment c'est possible. Est-ce que j'ai raté quelque chose d'évident? J'essaie de me dire qu'il doit y avoir une explication rationnelle, mais rien de logique ne me vient. C'est comme si deux objets solides et fermés avaient, l'espace d'une seconde, perdu leur solidité pour se lier. Mon neveu et moi nous sommes simplement regardés, tous les deux aussi perplexes l'un que l'autre, chacun cherchant une explication dans les yeux de l'autre. Sous le choc, j'ai tout de suite essayé de retirer le ruban de la poignée de la tronçonneuse jouet. J'ai tiré délicatement d'abord, puis un peu plus fermement, pensant que le ruban s'était simplement emmêlé d'une manière ou d'une autre. Mais rien à faire, les deux objets étaient véritablement liés l'un à l'autre. C'était comme si, pour une raison totalement incompréhensible, le ruban et la poignée étaient fusionnés, passés l'un à travers l'autre, devenant presque inséparables. À ce moment-là, j'ai regardé le jouet sous tous les angles, cherchant une faille, un interstice, quelque chose qui pourrait m'expliquer comment cela s'était produit. J'ai même pensé que peut-être, le ruban s'était enroulé ou coincé, mais non, rien de tout ça. On aurait dit que les deux objets avaient littéralement été créés ainsi, comme s'ils faisaient partie d'un même tout. La seule façon de les séparer aurait été de casser soit la poignée de la tronçonneuse, soit le ruban lui-même. C'était complètement absurde et contre-intuitif. Je passais mes doigts sur la poignée, le ruban, essayant de trouver une ouverture logique, un espace où le ruban aurait pu passer. Mais tout semblait totalement fermé. L'idée que deux objets solides aient pu littéralement se fondre l'un dans l'autre sans laisser de traces visibles de cette fusion me dépassait. Mon neveu, lui aussi, semblait aussi perplexe que moi. Il a attrapé la tronçonneuse et a essayé de secouer le ruban, pensant peut-être qu'il tomberait par magie, mais rien n'y faisait. On se regardait tous les deux, réalisant que quelque chose de vraiment étrange venait de se produire. À ce moment-là, je n'avais qu'une envie, demander à quelqu'un, n'importe qui, s'il avait déjà vu un phénomène pareil. Pourtant, aucune explication ne semblait vraiment possible. Cet événement m'a hanté bien après que j'ai reposé la tronçonneuse. Même après des jours de réflexion, je n'avais toujours pas d'explication rationnelle. Ce qui s'était passé ce jour-là défiait toute logique, comme si, pendant une seconde, les lois de la physique avaient été suspendues pour permettre ce moment impossible. Ok, cela remonte à 25 ans, mais ça me laisse encore perplexe aujourd'hui. J'avais 20 ans et, comme chaque matin, je me suis réveillé pour aller au travail à 7 heures. Mais ce jour-là, quelque chose clochait. Tout ce que je faisais semblait se dérouler au ralenti, ou alors c'était comme si le temps s'accélérait autour de moi. J'ai fait toutes les choses habituelles, pris mon petit déjeuner, pris ma douche, mais chaque tâche semblait interminable. J'ai regardé l'heure et je me suis demandé comment autant de temps avait pu passer. Sachant que j'allais être en retard si je ne me dépêchais pas, je suis parti en trombe de la maison. Pourtant, même en courant, j'avais l'impression de me déplacer au ralenti. J'ai littéralement couru jusqu'à la gare, mais j'avais cette sensation étrange de ne pas avancer, comme si je n'allais nulle part. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais même en marchant, tout autour de moi semblait se déplacer à un autre rythme. Le vent, les voitures, les oiseaux, les passants, tout semblait aller plus vite que d'habitude. Arrivé à la gare, j'ai couru jusqu'au quai, juste pour voir mon train partir. Je l'avais manqué de quelques secondes. Je me suis dit que ce n'était pas trop grave, qu'un autre train arriverait dans 15 minutes. J'allais être un peu en retard, mais rien de catastrophique. Après 30 minutes d'attente, j'ai demandé à un employé ce qui se passait. Il semblait aussi perplexe que moi et m'a dit que le train aurait dû être là, mais qu'il n'arrivait pas à joindre la gare suivante.
Quelques minutes plus tard, il réussit à contacter quelqu'un, et je le vis pâlir. Il a alors annoncé au micro que le train avait déraillé dans un tunnel. Je lui ai demandé si c'était bien le train que j'avais manqué, et il m'a répondu que oui, que j'avais de la chance de l'avoir raté. Ils ont fini par organiser des bus pour nous emmener à destination, et ce soir-là, en regardant les informations, j'ai entendu les détails. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que personne n'avait été gravement blessé, car le wagon le plus endommagé était vide. Il trouvait cela étrange qu'il n'y ait eu personne dans ce compartiment. Ce compartiment, c'était celui au centre du déraillement. S'il y avait eu quelqu'un, il aurait été gravement blessé, voire pire. Quand j'ai vu les images, j'ai été bouleversé. Je suis quelqu'un de très routinier, et chaque jour, je m'assois dans la même zone, toujours dans ce même compartiment, celui qui avait été le plus touché. Une femme dans le compartiment voisin s'était cassé le bras, mais les médias insistaient sur la chance qu'il n'y ait eu personne dans celui qui était vide. Ce jour-là, quelque chose de mystérieux m'a empêché d'attraper ce train. Si je ne l'avais pas manqué, je ne serais peut-être plus là aujourd'hui. Cette journée reste gravée dans ma mémoire. J'avais l'impression de courir à toute vitesse, mais le temps accélérait encore plus, comme si quelque chose me ralentissait juste assez pour que je le manque de quelques secondes. Certains diront que j'étais peut-être simplement fatigué, mais ce n'était pas ça. Dès mon réveil, j'ai ressenti cette sensation étrange, et elle n'est partie qu'après avoir appris l'accident. Après le déraillement, tout est redevenu normal, et depuis, je n'ai plus jamais manqué le train. La seule fois où je l'ai raté, c'était le jour où il a déraillé. J'ai l'impression que quelque chose m'a sauvé la vie, que, pour une raison ou une autre, j'étais destiné à être ici. Quand j'ai eu mon fils l'année dernière en novembre, ça a été une expérience inoubliable mais aussi éprouvante. Après plusieurs heures de travail, les médecins ont finalement décidé qu'une césarienne d'urgence était nécessaire. Le moment a été à la fois stressant et magique, et quand je suis revenu à moi, j'avais une nouvelle vie entre les bras, et une cicatrice en travers du bas-ventre. Au début, je m'y suis habitué, cette marque qui représentait la naissance de mon fils et tout ce que j'avais traversé. Mais avec le temps, elle est devenue un symbole plus compliqué, quelque chose qui a affecté mon estime de moi. Chaque jour en sortant de la douche ou en m'habillant, je la voyais, cette ligne horizontale bien marquée. Elle me rappelait constamment ce moment intense mais aussi la douleur et la fragilité. J'avais fini par l'accepter, en quelque sorte, comme un vestige permanent de ce grand bouleversement. Puis aujourd'hui, il s'est passé quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Tout a commencé par une démangeaison. J'étais assise tranquillement dans le salon, mon fils jouant non loin de là, quand j'ai senti cette sensation familière, cette légère piqûre sur ma cicatrice. Par réflexe, j'ai posé la main dessus. Mais quelque chose n'allait pas, ma peau était lisse. Trop lisse. Je suis allé devant le miroir, j'ai relevé mon t-shirt pour voir de plus près. Et là, j'ai eu un choc. La cicatrice avait disparu. Pas estompée, pas réduite, mais complètement effacée, comme si elle n'avait jamais existé. La peau était nette, uniforme, sans aucune trace. C'était presque impossible à croire. Je suis resté immobile, le regard fixé sur mon ventre, en me répétant que ça ne pouvait pas être vrai. Hier encore, elle était là. Elle a toujours été là. Depuis un an, elle faisait partie de moi. Les cicatrices ne disparaissent pas du jour au lendemain, elles restent, s'atténuent peut-être, mais elles ne s'effacent jamais entièrement, surtout pas de cette manière. En me regardant dans le miroir, je me suis mis à fouiller ma mémoire, à revivre tous les instants où j'avais touché cette cicatrice, où j'avais ressenti ce petit pincement quand je me penchais ou que je portais quelque chose de lourd. Elle n'était pas seulement un souvenir, elle faisait partie de mon corps. Comment avait-elle pu s'effacer ? Au fond de moi, je ressentais une joie étrange, comme une légèreté retrouvée. Mais ce sentiment de libération s'accompagnait d'un frisson glacé, comme si quelque chose de fondamental avait été altéré. Était-ce un signe ? Un message ? Une deuxième chance, peut-être ? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. À chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais cette cicatrice absente, cet espace vide sur ma peau qui me troublait.
Je me suis retrouvé à vérifier encore et encore, à toucher la police de mon ventre pour m'assurer que je n'avais pas rêvé. À un moment donné, je me suis même demandé si j'avais imaginé tout cela, si j'avais inventé cette cicatrice, si le souvenir de cette opération n'était qu'un rêve. Mais mon fils est bien là, endormi dans son lit, preuve indéniable de cette expérience. Le lendemain, j'ai cherché des réponses. J'ai parcouru des forums, lu des articles sur les cicatrices, les marques de naissance, les guérisons mystérieuses. Certains parlaient de phénomènes inexplicables, d'expériences où des gens disaient avoir perdu des marques ou des signes physiques après une expérience spirituelle intense. D'autres évoquaient des théories plus étranges encore, des réalités parallèles où les événements pouvaient se croiser et se réécrire. Depuis ce jour, je continue à scruter cette police, à me demander ce que cela signifie. Est-ce un cadeau du destin, un mystère sans réponse, ou bien la preuve que certaines cicatrices, même les plus profondes, peuvent s'effacer lorsque l'on est prêt à aller de l'avant? Peut-être que je ne saurai jamais ce qui s'est réellement passé, mais chaque fois que je pense à cette cicatrice disparue, je ressens ce mélange troublant de paix et de mystère, comme si un secret ancien venait d'être effleuré sans que je puisse vraiment le comprendre. Voici mon histoire, et je jure qu'elle est vraie, même si cela peut sembler incroyable. Cet événement remonte à environ 15 ans, mais je n'ai jamais pu l'expliquer. J'ai changé les noms pour préserver l'anonymat. Quand j'avais 15 ans, ma famille a emménagé dans une maison en location. Dès le début, il y avait une atmosphère étrange qui flottait dans la maison, difficile à décrire, mais constamment présente, presque oppressante. C'était une belle vieille maison, et avant nous, une veuve âgée y avait vécu. Elle s'appelait Madame Martin, une ancienne chanteuse d'opéra et professeure d'art à l'université. Son nom est rapidement devenu un personnage à part entière dans la maison, car ses enfants nous l'avaient loué avec absolument toutes ses affaires encore à l'intérieur. Même le frigo n'avait pas été vidé. C'était vraiment bizarre, comme si le temps s'était arrêté le jour de son décès. Ah, et l'attique était infesté de chauves-souris, ça ajoutait encore au côté sinistre de la maison. J'évitais de rester seul, même en pleine journée. La nuit de cet événement étrange, j'étais à la maison avec ma meilleure amie Mallory, sa petite sœur Olive, et ma petite sœur Emma. Mallory et moi étions dans le salon, occupés à regarder un film, tandis qu'Olive et Emma se trouvaient dans la salle de jeu, qui était une pièce attenante au salon, avec une porte, où elles regardaient la télévision. Aucun parent n'était présent ce soir-là. À un moment donné, Emma a décidé de monter prendre une douche. La configuration de la maison faisait que l'escalier unique passait par le salon. Donc, elle est sortie de la salle de jeu, a traversé le salon, est montée, et a pris sa douche. Elle a dû rester à l'étage pendant une bonne demi-heure. Quand elle a fini, elle est descendue, enveloppée dans une serviette blanche. Arrivée sur la 6e marche, elle s'est arrêtée, a levé la main avec un petit « Salut, les filles » auquel nous avons répondu joyeusement. Elle a continué à descendre, traversant le salon où Mallory et moi étions toujours installés devant la télé, et a ouvert la porte de la salle de jeu pour se changer, là où notre mère avait plié du linge un peu plus tôt dans la journée. 2 à 5 minutes passent. Mallory et moi sommes toujours dans le salon, pensant qu'Olive et Emma regardent la télé ensemble dans la salle de jeu. Et là, nous entendons, juste derrière nous, le même « Salut, les filles » avec exactement la même intonation et le même sourire. C'est ma sœur Emma, toujours en serviette blanche, arrêtée à la 6e marche, la main levée dans un salut identique. Elle s'apprête à redescendre, et Mallory et moi restons figés, les yeux écarquillés. On se regarde, horrifiés, sans échanger un mot, mais on sait toutes les deux que quelque chose ne va pas. En un instant, on se lève d'un bond, on court jusqu'à la salle de jeu, on ouvre la porte, laissant Olive complètement interloquée. Emma arrive derrière nous en disant « Qu'est-ce qui se passe ?» À ce moment-là, je m'attendais vraiment à trouver une autre version de ma sœur assise là, mais non, il n'y avait que Olive. On commence à les bombarder de questions. « Emma, tu es bien descendue il y a quelques minutes, non ? Olive, tu es sûre qu'Emma est venue ici juste avant qu'on entre ? » Mais elles étaient complètement perdues et commençaient à paniquer un peu. Emma a juré n'être descendue qu'une seule fois après sa douche, et Olive a affirmé qu'elle n'avait pas vu Emma entrer dans la salle de jeu en serviette avant qu'on débarque toutes ensemble.
Elles avaient l'air tellement jeunes et effrayées que Mallory et moi avons décidé de leur dire qu'on plaisantait. On est retourné au salon, en silence. Je me souviens d'avoir demandé à Mallory, d'un murmure, « Toi aussi, tu as vu ça, hein ?» Et elle a hoché la tête avec un air aussi horrifié que le mien. Après cela, on n'en a jamais reparlé, même pas avec nos parents ou avec Emma, jusqu'à quelques années plus tard. Quand j'ai finalement raconté cette histoire à ma sœur, elle n'avait aucun souvenir de l'événement. Je n'ai plus revu Mallory depuis le lycée, donc je ne sais pas si elle s'en rappelle. Mais si elle n'avait pas été là pour en être témoin avec moi, je crois que je me serais demandé si j'avais perdu la tête. Depuis, j'ai lu pas mal de récits sur les glitches dans la matrice, et je suis tombé sur des histoires de boucles temporelles où des gens disent avoir vu le même événement se reproduire. Je suis convaincu que ce jour-là, Mallory et moi avons vécu quelque chose de similaire avec ma sœur. Nous n'avons vécu qu'1 an dans cette maison avant que mes parents achètent une autre maison. L'année dernière, ma sœur est retournée dans notre ancienne ville et elle a passé devant cette maison. Elle m'a dit qu'ils l'ont divisée en 2 logements pour la louer aux étudiants. On a plaisanté en disant que les forces étranges de cette maison n'avaient probablement pas apprécié d'être divisées. Voilà donc mon histoire de glitch dans la matrice. Comme je l'ai dit, c'est la stricte vérité. Hier, mes enfants adolescents et moi étions en route pour retrouver leurs grands-parents dans l'état voisin. Nous sommes arrivés un peu en avance, et comme j'avais besoin d'aller aux toilettes, j'ai envoyé un texto pour prévenir, mais sans réponse. J'avais donc encore du temps avant l'heure de notre rendez-vous, alors j'ai décidé de partir à la recherche d'un endroit avec des toilettes. En descendant la rue, à un feu rouge, nous avons soudainement aperçu leurs grands-parents arrivant dans notre direction dans leur Kia verte, et j'ai immédiatement remarqué les cheveux roses vifs de leur grand-mère. C'est une couleur si vive qu'on ne peut pas la manquer. On s'est tous mis à leur faire signe, sans hésiter, j'ai demandé à mon aîné d'envoyer un message pour leur dire qu'on les rejoindrait dans quelques minutes. Peu après, ils nous répondent, mais ils ont l'air complètement confus. Ils nous disent qu'ils sont en fait de l'autre côté de la ville, chez Subway, car eux aussi étaient arrivés plus tôt et avaient décidé de manger un morceau en attendant. On n'en revenait pas. En arrivant quelques minutes plus tard chez Subway, nous les avons bien trouvés en train de finir leur sandwich. Ma tête tournait, comment était-ce possible? Mon aîné et moi étions sérieusement troublés. Nous avons clairement vu nos grands-parents, fait signe, et ils nous ont même rendu le geste. Autrement, je ne leur aurais jamais fait envoyer ce message. Il ne doit pas y avoir beaucoup de personnes âgées avec des cheveux roses vifs dans une Kia verte de ce modèle précis, dans cette petite ville. J'aurais peut-être pu douter de ma perception, mais mon fils les avait vus aussi, et il a même envoyé le texto après qu'on leur a fait signe. Je continue d'essayer de trouver une explication rationnelle, mais rien n'a de sens. Hier soir, mon mari et moi sommes sortis dîner. Il adore faire des blagues et s'amuse souvent à cacher mes affaires ou à les déplacer juste pour me taquiner. En arrivant au restaurant, j'ai remarqué qu'il ne portait pas ses lunettes. Je lui ai fait la remarque, et, en souriant, il les a sorties de la poche de sa chemise en rigolant. Une fois assis, je me suis mis à observer ses lunettes, et là, quelque chose m'a frappé, elles semblaient être ses anciennes lunettes. J'ai plaisanté en lui demandant s'il essayait de me faire une blague. Mais lui, sérieux, m'a assuré que c'était bien ses nouvelles lunettes, celles qu'il porte depuis 2 ans. Perplexe, j'ai enlevé les miennes pour y regarder de plus près, et à ma grande surprise, j'ai constaté que je portais aussi une vieille paire. Ces lunettes, je ne les avais pas mises depuis au moins 3 ans. Je n'en revenais pas et j'ai commencé à l'interroger, pensant qu'il avait forcément échangé nos lunettes pour m'embrouiller. Mais il continuait de jurer qu'il n'y était pour rien. Je lui ai fait répéter plusieurs fois, lui demandant s'il n'avait pas caché les lunettes neuves quelque part pour me piéger, mais il ne lâchait rien, toujours certain qu'il n'avait rien fait d'étrange. Au bout d'une dizaine de minutes, j'ai eu une idée pour prouver ce qui se passait. J'ai sorti mon téléphone et commencé à feuilleter nos selfies et photos récentes pour voir quelles lunettes nous portions. Eh bien, vous savez quoi? Il avait raison. Sur chaque photo récente, il portait bien ses vieilles lunettes, et moi aussi, je portais cette ancienne paire. Pourtant,
Je suis absolument certaine d'avoir changé de lunettes il y a des années. Mais toutes les photos semblaient dire le contraire. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Franchement, ça m'a tellement effrayé que j'ai préféré éviter d'y penser pendant un moment. J'aimerais savoir si d'autres ont déjà vécu quelque chose de similaire. Pour vous donner un peu de contexte, j'habite dans une maison universitaire, appartenant à la fac et située tout près du campus, avec 2 de mes amis, mais mon copain est pratiquement devenu notre colocataire officieux. Il est très ami avec mes colocataires et tout le monde le connaît bien, surtout ceux qui vivent dans la maison, ils savent parfaitement à quoi il ressemble, et cette précision est importante. Notre maison se trouve juste à côté d'un grand parking, entièrement éclairé par des lampadaires la nuit, un peu comme un parking de supermarché. Ce parking appartient à un complexe sportif de l'université et est vide environ 80% du temps, sauf les jours de match ou d'entraînement. C'est là que mon copain et nos amis se garent quand ils viennent nous rendre visite. La nuit où cet événement étrange s'est produit, mon copain était à une soirée dans la maison de sa fraternité, mais il avait prévu de passer chez nous après. Seul un autre ami et moi étions encore éveillés, assis sur notre porche à discuter tranquillement, on n'avait rien bu ni consommé quoi que ce soit d'autre, quand j'ai vu la voiture de mon copain arriver par la rue parallèle à notre maison et au parking. Il faut savoir que la voiture de mon copain est très reconnaissable, c'est un modèle étranger avec des modifications extérieures et une couleur inhabituelle. Dans notre petite ville, je n'ai encore jamais vu personne d'autre avec le même modèle. Au début, j'ai douté que ce soit lui, car il m'appelle généralement quand il rentre de quelque part, et ce soir-là, il ne l'avait pas fait. Mais en voyant la voiture s'approcher et tourner dans le parking, je n'avais plus aucun doute, c'était bien lui. Grâce à l'éclairage du parking, j'ai pu voir la voiture clairement, et même à travers la vitre, je distinguais que c'était lui au volant. Mon ami en était aussi convaincu que moi, si bien que nous nous sommes levés pour aller l'accueillir. Elle est arrivée un instant avant moi et lui a fait signe de la main pendant qu'il se garait, mais il l'a simplement regardé avant de continuer à rouler de l'autre côté du parking. On s'est dit qu'il nous faisait une petite blague et qu'il allait sûrement faire demi-tour, mais on l'a regardé sortir du parking et repartir dans la direction opposée. Un peu perplexe, je l'ai appelé immédiatement. Peut-être avait-il oublié quelque chose à la fraternité ou, qui sait, il faisait un petit jeu pour nous agacer. Ce qui m'a laissé sans voix, c'est quand il a répondu au téléphone et que j'ai entendu en fond le bruit de la soirée, la musique, les conversations. Je pouvais toujours voir la voiture s'éloigner sur la route, mais il m'a confirmé qu'il n'était pas passé à la maison et qu'il était toujours à la soirée, bien qu'il comptait rentrer sous peu. Je lui ai juste dit que je lui expliquerais plus tard et j'ai raccroché. Mon amie, elle, était tellement secouée qu'elle refuse encore d'en parler aujourd'hui. Elle insiste qu'elle a bien vu son visage, et pour ma part, je suis certaine à 100% que c'était sa voiture. Depuis, il y a eu quelques autres incidents étranges dans cette maison, toujours en lien avec mon copain, et je ne sais toujours pas si c'est quelque chose de paranormal ou un glitch dans la matrice. Cette fois-là, cependant, ça ressemblait vraiment à une faille, comme si l'univers s'était trompé de quelques minutes et avait fait défiler en avance la scène de son retour habituel. Hier soir, j'ai décidé de sortir prendre un peu d'air et faire une petite marche pour me vider l'esprit. C'était le soir, et il n'y avait pratiquement pas de voiture dans les rues. J'arrivais à un carrefour où je comptais traverser quand j'ai remarqué une voiture, une Toyota Corolla blanche, arrêtée au feu rouge. Juste par curiosité, j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur de la voiture, et là, je me suis vu. Oui, j'étais au volant, en train de me regarder moi-même. Je suis resté figé, complètement stupéfait, le sang glacé. La personne dans la voiture portait exactement les mêmes vêtements que moi, la même veste, les mêmes détails. C'était mon reflet parfait. Je n'arrivais pas à bouger, je n'arrivais même pas à respirer. Puis soudain, moi, dans la voiture a tourné la tête pour me fixer, et un sourire étrange a étiré son visage. Ce sourire, immobile, s'agrandissait à chaque seconde. C'était un sourire figé, sans un clignement d'œil, comme s'il devenait de plus en plus irréel et sinistre à mesure que le temps passait. Je sentais une terreur inexplicable m'envahir, paralysé par ce regard. J'ai fermé les yeux, mais même comme ça, je pouvais encore ressentir ce sourire me transpercer.
Mon cœur battait à tout rompre, mon souffle était coupé, et je n'osais pas les rouvrir. Peut-être 30 secondes sont passées avant que je prenne enfin le courage de lever les paupières. Et là, la voiture avait disparu, elle avait franchi le feu qui était passé au vert. Je pouvais entendre le son du moteur s'éloigner de plus en plus, jusqu'à ce que le silence retombe autour de moi, ne laissant que l'ombre de ce moment gravé dans ma mémoire. J'ai pris une grande inspiration pour essayer de me calmer, mais j'étais encore secoué. Sans réfléchir, j'ai écourté ma marche et suis rentré chez moi aussi vite que possible. Voilà pourquoi je préfère rester à l'intérieur. Juste quand je pensais avoir tout vu, quelque chose comme ça arrive. Je tiens à préciser que je ne suis ni paranoïaque ni en train d'imaginer des choses. J'ai une attention aiguë aux détails, et je remarque chaque petit élément dans mon environnement. En travaillant dans un fast-food depuis 2 ans et demi, j'ai vu des choses qui, franchement, défient toute logique. J'ai décidé de les écrire, en commençant par les phénomènes mineurs pour en arriver aux plus troublants. D'abord, les clients arrivent toujours en vague, jamais de manière aléatoire. Notre restaurant est situé près d'une grande autoroute, dans une zone où le trafic est constant, surtout avec les casinos et centres commerciaux alentours. Pourtant, même avec un flot de voitures ininterrompu, les clients se présentent rarement un par un. En dehors des très tôt matinées, ils viennent toujours par groupe de 3 ou 5, comme si c'était minuté. Ça ressemble à un mauvais jeu vidéo, avec des PNJ qui apparaissent en formation. Ce qui est encore plus étrange, c'est leur composition. Imaginez, une vieille dame blanche au volant, un ado de 12 ans sur le siège passager, et un homme d'âge moyen à l'arrière. Les combinaisons semblent totalement aléatoires, et quoi que l'on fasse pour bien les servir, ils sont systématiquement irrités, comme s'ils cherchaient volontairement à être désagréables. Je suis pourtant amical et courtois, je prends la peine de saluer les clients et de leur souhaiter une bonne journée, mais 9 fois sur 10, ils semblent exaspérés dès qu'ils arrivent. L'une des choses les plus bizarres est le phénomène de perte des clients dans le drive. Il arrive qu'un client passe sa commande avec un agacement évident, mais après, plus rien. Ils avancent dans le drive, mais n'arrivent jamais à la fenêtre. Nous avons une caméra qui montre en temps réel ce qui se passe dans la file, et le drive est encerclé de trottoirs surélevés et d'une clôture d'un côté, avec des arbustes ou le bâtiment de l'autre. Il n'y a aucun moyen pour une voiture de faire demi-tour ou de reculer sans déclencher un signal sonore, mais pourtant, certains clients disparaissent complètement. Ça arrive au moins une fois par mois. Les clients changent aussi de comportement en fonction de la personne qui travaille au casque. Tout semble calibré pour irriter le plus possible celui qui prend la commande. Par exemple, notre responsable de nuit, qui travaille ici depuis 16 ans et a quelques problèmes de gestion de la colère, attire toujours une marée de clients furieux dès qu'il arrive. Moi et une autre collègue, plus calme et ouvert d'esprit, vivons généralement des journées bien plus détendues. Plus on garde notre calme, plus la journée est paisible. Par contre, dès qu'un événement personnel me touche, comme ce jour où mes parents m'ont annoncé que mon chaton en famille d'accueil était décédé, il suffit que ma tristesse monte en moi pour que le drive se remplisse soudainement de clients en furie. Il y a eu un incident particulièrement étrange une nuit, mon petit ami prenait les commandes au drive, et une femme a commandé un menu 9 moyen. Immédiatement après, la même voix passe commande pour un menu 9 en petit. C'était la même voix, comme si c'était un enregistrement légèrement modifié. À la fenêtre, c'était la même femme, en double, avec les mêmes vêtements, la même expression, tout. Ce qui m'a finalement décidé à écrire tout ça, c'est le phénomène des voix multiples. Parfois, au moment de passer commande, j'entends un mélange de voix confuses que j'appelle le murmure, avant que l'une d'entre elles prenne le dessus. D'autres fois, je suis sûr d'entendre plusieurs personnes dans la voiture, mais à la fenêtre, c'est une personne seule qui se présente, sans signe des autres voix. Je suis aussi très attentif à la résonance de Schumann, qui affecte ma journée de façon significative. Quand les ondes de la résonance dévient ou augmentent, le comportement des clients devient encore plus étrange, comme si leur exaspération et leur chaos s'amplifiaient. Parfois, je me demande si les propriétaires de la franchise sont conscients de tout cela. Nous faisons plus de chiffres que tous les autres fast-food de la région, et pourtant, ils insistent pour réduire le personnel, ne réparent jamais les équipements en panne, et instaurent des règles incompréhensibles.
Je commence sérieusement à croire que ce restaurant est conçu pour nous cultiver émotionnellement, que notre détresse et irritation sont exploitées d'une manière ou d'une autre, comme si nous étions dans une sorte de ferme énergétique. Il y a quelques semaines, j'étais à la plage et une vague m'a renversé complètement. Je portais des inserts de soutien-gorge adhésifs sous mon maillot de bain, et en ressortant de l'eau, je me suis rendu compte qu'il ne m'en restait plus qu'un. J'ai cherché autour de moi, scrutant le sable et même l'eau pour voir si je pouvais retrouver l'autre, mais il était introuvable. J'ai fini par accepter qu'il était perdu, emporté par la mer ou enterré quelque part dans le sable. De retour chez moi, j'ai retiré celui que j'avais encore et l'ai laissé dans la salle de bain. Le lendemain matin, je me préparais à acheter une nouvelle paire sur Amazon. J'ai fait un petit détour par la salle de bain, mais en passant par le couloir, j'ai remarqué quelque chose de familier sur la table de chevet dans le hall. Et là, je vois l'insert que j'avais perdu la veille. Il était posé là, recouvert de petits coquillages et de grains de sable, comme s'il venait de sortir de la plage. Je suis resté figé. J'étais sûr à 100% que je l'avais perdu à la plage et que je ne l'avais plus du tout en ma possession après être sorti de l'eau. Il n'y avait aucun moyen pour qu'il se retrouve là. C'est comme s'il avait trouvé son chemin jusqu'à chez moi, de manière totalement inexplicable. Je n'ai toujours aucune idée de comment cela a pu arriver, mais ce moment étrange m'a vraiment déconcerté. Je vis en ville avec ma femme, et nous vendons des articles en ligne. Chaque matin, je me rends à pied au bureau de dépôt pour expédier nos commandes, et sur le chemin, je passe devant un salon de coiffure, un de ces endroits modernes et hyper masculins. Il y a environ un an, j'avais commencé à m'y rendre pour mes coupes de cheveux. J'y étais allé 3 fois, satisfait des résultats, jusqu'au jour où j'ai eu une interaction vraiment dérangeante avec l'un des barbiers. Ce type était bizarre. Pendant qu'il me coupait les cheveux, il m'a bombardé de questions personnelles. Est-ce que j'avais déjà essayé des drogues, où j'habitais, combien j'avais d'enfants? Bref, des choses qui ne le regardaient pas du tout. J'ai esquivé la plupart de ces questions, mais l'expérience m'a laissé un goût amer. À partir de ce jour-là, chaque fois que je passais devant le salon, j'avais pris l'habitude de jeter un coup d'œil pour voir si le type y travaillait encore. Il y a environ 9 mois, un matin, j'ai regardé à l'intérieur comme d'habitude, et le salon était en plein déménagement. Les miroirs, les postes de travail, le comptoir, la télévision, les meubles, tout avait été enlevé. C'était le chaos total, comme si le salon fermait ses portes pour de bon. Je n'ai pas trop réfléchi, me disant que le business n'avait peut-être pas marché. Ça arrive. Mais le lendemain, en repassant par là, je me retrouve devant le salon parfaitement en place, comme si de rien n'était. Les meubles, les miroirs, tout était à sa place, et les barbiers étaient là à travailler comme chaque jour. Pas la moindre trace du déménagement que j'avais vu la veille. Ça m'a vraiment perturbé. Je repensais à cette vision chaque fois que je passais devant. C'était tout bonnement impossible qu'ils aient pu tout remettre en place en moins de 18 heures. Ça m'a hanté pendant des mois, un mystère que je n'arrivais pas à m'expliquer. Et puis, la semaine dernière, le déménagement a eu lieu pour de bon. J'ai de nouveau vu ce même désordre, les meubles enlevés, le salon en train de fermer ses portes définitivement. Cette fois, c'était bien réel, le salon a bel et bien fermé. Je ne sais toujours pas quoi penser. Est-ce que j'ai eu une sorte de vision anticipée de la fermeture du salon? Ou est-ce que j'ai vu un glitch, une sorte d'aperçu de l'avenir sans raison apparente? C'est comme si, ce jour-là, j'avais entrevu une version future de la réalité, une version qui n'était pas censée être là. Il y a quelques années, je vivais dans une maison de réinsertion, entouré d'un groupe de gars vraiment géniaux avec qui j'avais noué des liens assez forts. Un soir, un bon ami, qui vivait aussi dans la maison, et moi, avons décidé d'aller parler à un ami commun qui avait replongé. On a eu une bonne conversation qui a duré environ 2 heures. Vers minuit, on s'est dit qu'il commençait à se faire tard et qu'il était temps de partir. Au lieu de prendre le chemin le plus direct pour rentrer, on a décidé de passer par le Wendy's et de faire un détour. Environ 20 minutes après notre départ, sur une route que j'avais empruntée des dizaines de fois,
j'aperçois au loin un feu rouge et dois freiner assez brusquement. Mon ami et moi levons les yeux en même temps, et nous voyons une voiture de police qui tourne à droite au même carrefour. On est tous les deux soulagés, à ce stade de notre sobriété, cette crainte instinctive des flics ne nous avait pas encore quittés. On commence à rigoler un peu, à se détendre, et après une trentaine de secondes, on continue de fixer le feu en discutant. Une minute passe, puis deux, et le feu est toujours rouge. À ce stade, on fait tous les deux la remarque qu'il est vraiment long, ce feu. Juste après avoir parlé, d'un coup, des phares apparaissent dans mon rétroviseur. Et je ne veux pas dire qu'ils se sont lentement rapprochés, ils étaient juste là, d'un coup. Un gros SUV nous dépasse brusquement en klaxonnant et en criant quelque chose par la fenêtre. Mon ami et moi avons immédiatement un commentaire du genre « Regarde cet idiot qui grille un feu rouge et nous engueule », et là, on lève les yeux, et on se rend compte qu'il n'y a pas de feu rouge. Non seulement il n'y a pas de feu rouge, mais il n'y a même pas de feu de circulation. Au-dessus de nous, c'est un simple carrefour à 4 stops, sans aucun feu. On est resté figé, complètement pétrifié. Je me souviens avoir regardé mon ami, il était livide, et il a simplement dit « Mais qu'est-ce qu'il vient de se passer ?» Son visage était blanc comme un linge. On est rentré sans autre incident, et on n'en a jamais reparlé. Ça fait presque 4 ans maintenant, et pourtant, cette nuit-là est restée gravée dans ma mémoire comme si c'était hier. Je ne sais pas quoi penser. J'essaie de garder mon calme, mais je suis en pleine crise intérieure, et je ne sais vraiment pas comment expliquer ce qui se passe. Il y a 2 jours, j'ai écrit une lettre à quelqu'un, et pour cela, j'ai pris un carnet sur ma table de chevet. Je suis certain que c'était ce carnet en particulier, car sur la toute première page, il y avait une ancienne entrée de journal, un moment où j'avais brièvement essayé de tenir un journal. Je me souviens d'avoir lu cet écrit, puis d'avoir tourné la page pour écrire ce que j'avais besoin de noter. Une fois terminé, j'ai parcouru le reste du carnet et retrouvé quelques pages de bande dessinée que j'avais dessinées il y a des années. J'avais presque oublié leur existence, c'était un peu comme redécouvrir un souvenir oublié. J'ai fini par arracher la page qui me servait pour la lettre, je l'ai encore sous les yeux, et j'ai déjà vérifié qu'il n'y a rien au verso, puis j'ai rangé le carnet et continué ma journée. Aujourd'hui, en rangeant ma chambre, je suis tombé à nouveau sur le carnet. J'ai ouvert la première page, l'entrée de journal est toujours là, mais les pages avec mes bandes dessinées. Elles ont disparu. J'ai fouillé chaque page, de la première à la dernière, mais elles ne sont nulle part. Pourtant, je suis sûr de ne pas les avoir arrachées pour une quelconque raison. J'ai même fouillé d'autres carnets rangés au fond de mon placard au cas où j'aurais pu me tromper, mais rien. Elles ont tout simplement disparu. C'est comme si elles s'étaient volatilisées. Je commence à douter de moi, à me demander si je ne perds pas la tête. Je sais que j'ai vu ces bandes dessinées dans ce carnet il y a à peine quelques jours. Et maintenant, elles ne sont plus là. Je me souviens parfaitement de cette journée, même si c'était il y a plus de 40 ans. J'étais en retard pour un rendez-vous important et j'accélérais en montant une colline qui se terminait par un virage. À peine avais-je franchi le sommet que j'ai vu un accident, juste devant moi. Il y avait des blessés, et les véhicules accidentés bloquaient les 2 voies de circulation. Sur les voies opposées, les voitures avaient ralenti, les conducteurs s'arrêtant pour observer la scène, et des passants s'étaient rassemblés sur le trottoir à ma droite, me coupant tout échappatoire. En un instant, j'ai réalisé que je n'avais aucune chance de m'arrêter à temps ou de contourner l'accident. Je me suis résigné, sachant que le choc était inévitable. Dans un dernier réflexe, je me suis dit que si je me détendais au lieu de rester tendu, mes blessures pourraient être moins graves. Alors, j'ai fermé les yeux et essayé de me détendre, attendant l'impact. Et j'ai attendu, et attendu encore. Mais au lieu du choc, j'ai senti que la voiture continuait à avancer. J'ai rouvert les yeux et, à ma grande stupéfaction, j'ai vu 2 voies dégagées devant moi. L'accident était derrière moi. En regardant dans le rétroviseur, je pouvais encore voir la scène, intacte, les voitures et les blessés, ainsi que les passants sur le trottoir. Cette expérience m'a marqué à jamais, et, à ce jour, je me demande ce que les gens sur le trottoir ont pu voir.
Ont-ils vu ma voiture traverser l'accident d'une manière inexplicable? Ou ont-ils assisté à quelque chose d'encore plus étrange? Pendant des décennies, j'ai partagé cette histoire de temps en temps, avec mes amis, dans de petits groupes privés. Je me suis souvent demandé si c'était bien réel, si mon esprit ne me jouait pas des tours. Je veux dire, dans la culture où j'ai grandi, surtout en tant que personne née dans les années 1950 aux États-Unis, ce genre de phénomène est difficile à expliquer ou à accepter comme possible. Comment ça pourrait être vrai? Puis récemment, en partageant cette histoire en ligne, j'ai découvert que d'autres personnes avaient vécu exactement la même chose, des expériences de passage comme si la réalité s'était momentanément modifiée pour leur permettre d'éviter l'inévitable. Cette confirmation m'a presque fait pleurer. C'est comme si une partie de moi, malgré tous ces récits, n'avait jamais été certaine que cela s'était réellement produit. Mais voir que d'autres personnes ont vécu la même chose, c'est la preuve que ce n'était pas juste un produit de mon imagination. Le mont Shasta, pour ceux qui ne connaissent pas, est une montagne majestueuse du nord de la Californie, un endroit qui attire non seulement les amateurs de plein air, mais aussi les chercheurs de mystères et les passionnés de phénomènes paranormaux. Cette montagne est entourée d'une aura presque mystique et a inspiré de nombreuses légendes, des récits d'apparitions angéliques aux histoires de cités souterraines cachées. Certains affirment même que la montagne serait un portail vers une autre dimension. Il y a aussi cette ancienne légende d'une civilisation perdue, celle de Lémurie, qui, selon les récits, habiterait encore sous la montagne. Bref, c'est un lieu qui fascine et qui intrigue. Je m'y étais rendu, en partie par curiosité pour ces mystères, mais aussi pour explorer les sentiers et les paysages. C'était une escapade que j'attendais avec impatience, un peu de temps dans la nature, du calme et, pourquoi pas, peut-être l'espoir de ressentir quelque chose de spécial. Après une journée de randonnée, je m'étais dirigé vers un café du coin pour faire une pause et me reposer un peu avant de continuer. C'est sur la route menant à ce café que j'ai vécu une expérience que je n'oublierai jamais. Alors que j'attendais pour tourner à gauche, j'ai remarqué cet homme grand et imposant, avec sa longue barbe blanche et ses robes blanches qui flottaient légèrement autour de lui. Il se déplaçait vers le passage piéton, mais quelque chose clochait. C'était comme s'il ne marchait pas vraiment, mais plutôt qu'il planait doucement au-dessus du sol. Ce n'était pas seulement son allure inhabituelle, mais cette sensation qu'il émanait une sorte d'aura lumineuse, presque angélique. On aurait dit qu'il irradiait une lumière douce, comme s'il n'appartenait pas tout à fait à ce monde. Ce qui était encore plus troublant, c'était que les gens autour de lui ne semblaient pas le voir du tout, comme s'il était invisible pour eux. J'ai ralenti, pensant qu'il allait traverser, mais il est resté là, immobile. Finalement, j'ai fait mon virage à gauche, mais, poussé par la curiosité et cette étrange impression, j'ai tourné la tête pour le chercher du regard, juste pour être sûr que je n'avais pas rêvé, mais il n'était plus là. En une fraction de seconde, il avait complètement disparu. Il ne traversait pas, il n'était ni sur le trottoir ni sur la rue parallèle. J'ai eu comme un frisson. Ce moment, même si bref, m'a laissé une impression étrange, un mélange de fascination et de mystère que je ne pouvais pas m'expliquer. Peut-être que c'était l'un de ces récits étranges dont j'avais entendu parler, une apparition liée au mont Shasta, ou peut-être une simple hallucination. Mais ce que j'ai vu, je l'ai vu clairement, un homme mystérieux, entouré d'une lueur irréelle, qui semblait presque irréel lui-même. Il y a environ un an, j'ai visité un magasin d'antiquités dans mon quartier, un endroit où j'allais relativement souvent. Je mets des guillemets autour du mot antiquité parce que ce magasin, géré par une famille qui possédait le bâtiment, ressemblait davantage à un gigantesque débarras. Ils avaient l'habitude d'acheter des successions entières sans même les examiner au préalable, et on peut donc imaginer à quel point cet endroit était rempli d'objets entassés et complètement désorganisés. Ce magasin était également connu dans la ville pour fournir des costumes et des accessoires à la plupart des théâtres locaux, et je n'exagère pas quand je dis que de nombreux articles prenaient la poussière là-bas depuis plus de 20 ans. Je me trouvais avec mon mari dans le sous-sol, fouillant dans un bac de vieilles cartes. Je jetais un coup d'œil autour de moi, car ce sous-sol avait un plafond incroyablement bas, et mon mari, qui est grand, devait presque se courber pour y passer. Tout autour de nous, des étagères remplies de vieux objets métalliques et, au fond,
une rangée de costumes de lapin de Pâques qui étaient, honnêtement, vraiment effrayants. Cette vision des costumes me dissuadait d'explorer davantage cette partie du sous-sol. Nous avons fini par quitter le sous-sol, et en flânant dans le magasin à l'étage, j'ai voulu sortir mon téléphone pour prendre une photo d'un objet, mais j'ai réalisé qu'il n'était pas dans ma poche. J'ai commencé à retracer mes pas, me rendant bien compte que c'était probablement le pire endroit imaginable pour perdre son téléphone. Je suis retourné dans le sous-sol effrayant, et y refait le parcours que j'avais suivi plus tôt. La zone où j'avais été ne faisait peut-être que 20 pieds carrés, mais ce sous-sol s'étendait sous un quart du pâté de maison. J'ai demandé à mon mari de m'appeler, mais mon téléphone était en mode vibreur, et même si j'entendais vaguement quelque chose, le bruit était étouffé par les montagnes de costumes et de tissus. Je me suis mis à fouiller de plus en plus loin dans le sous-sol, toujours avec mon mari qui m'appelait, tout en enjambant de vieux bidons de lait, des téléphones rotatifs, et toutes sortes d'objets obsolètes qu'on pourrait imaginer. Tout ça était là, sous mes pieds. Finalement, je trouve mon téléphone posé sur une étagère haute vers le fond de la pièce, dans une zone que je n'avais même pas visitée et difficile d'accès. L'étagère était placée de telle manière que les objets dessus n'étaient pas visibles à hauteur des yeux. Je n'ai aucune idée de comment il a pu se retrouver là, mais ni mon mari ni moi ne l'avons posé ici, nous étions ensemble tout le temps. Je suis parti du magasin avec un mauvais pressentiment, un sentiment de malaise qui m'a empêché d'y remettre les pieds depuis. Je crois que j'ai vécu quelques glitches dans ma vie, mais celui-ci est de loin le plus marquant. J'ai grandi dans une petite ville à 2 heures au sud de Phoenix, juste à la lisière du désert, et je détestais y vivre. En 2002, après une rupture difficile et une longue période de frustration, j'ai décidé de tout plaquer. En l'espace de quelques heures, j'avais entassé tout ce que je possédais dans des sacs poubelles et chargé mon camion. À 21 heures, j'étais sur la route en direction de Phoenix, prêt à ne plus jamais regarder en arrière. Je dois préciser que ce trajet est un peu monotone et sans surprise, environ 2h30 sans trop appuyer sur l'accélérateur. Je le connaissais par cœur, l'ayant parcouru si souvent que je pouvais presque le faire les yeux fermés. On sort d'abord de la vallée où se trouve la ville, on passe par un col de montagne, puis on traverse une immense étendue désertique, plate et déserte, qui semble interminable. Tout a commencé à devenir vraiment étrange une fois que j'ai passé la montagne. Je roulais avec mon vieil autoradio à cassette, volume à fond, en écoutant les Ramones pour ne pas sombrer dans ce que j'appelle l'hypnose de la route. C'était une sorte de rituel pour moi de vérifier régulièrement les panneaux verts qui indiquaient les distances entre les villes pour rester éveillé et alerte. Le premier panneau disait quelque chose comme « Phoenix 170 miles ». Rien d'anormal. Quelques minutes plus tard, un autre panneau « Phoenix 155 miles ». Je continuais mon chemin. Puis, un peu plus loin, un autre panneau « Phoenix 143 miles ». Jusque-là, tout allait bien. Mais le panneau suivant, qui est apparu dans le faisceau de mes phares, n'indiquait pas Phoenix, mais le nom de ma ville d'origine. Pour préserver l'anonymat, appelons-la Ville X. Ce panneau indiquait « Ville X, 30 miles ». C'était incompréhensible. Je roulais sur une autoroute à sens unique, une route avec 2 voies en direction de Phoenix, et soudain, il semblait que je revenais vers ma ville. Impossible, me disais-je, mais le panneau suivant disait « Ville X, 25 miles ». Là, j'ai ressenti une peur sourde et inexplicable, un sentiment viscéral qui me donnait des frissons. Quand le panneau suivant indiquait Ville X, 15 miles, je n'ai pas réfléchi. Je ne savais pas ce qui se passait, mais j'ai ressenti un besoin urgent de fuir. J'ai brusquement tourné le volant à gauche, traversé le bas-côté, et j'ai roulé en pleine zone médiane désertique, secoué dans tous les sens, pour faire un demi-tour complet. Une fois sur les 2 voies en sens inverse, j'ai appuyé sur l'accélérateur et filé à toute vitesse. 2 heures plus tard, j'étais à Phoenix, complètement secoué. Rien de tout cela n'avait de sens. La seule explication rationnelle serait que j'aurais pris une sortie et fait demi-tour sans m'en rendre compte. Mais quiconque a déjà traversé le désert sait combien il serait improbable de faire ça sans remarquer quelque chose de louche. Je repense souvent à cette nuit. Il n'y avait aucun signe de route en sens inverse, aucune sortie que j'aurais pu manquer. C'était comme si, d'une manière ou d'une autre, la route m'avait retenu,
comme si elle voulait me ramener à cette ville que je fuyais. C'est un souvenir qui me hante encore aujourd'hui, un moment où la réalité elle-même semblait se jouer de moi, me faisant perdre tout repère et brouillant les frontières entre ce qui est possible et ce qui est tout simplement incompréhensible. Je me trouvais à la garderie, en train de mettre à jour mes rapports sur la croissance et le développement des enfants, assise à mon bureau pendant l'heure de la sieste. Les lumières étaient éteintes, mais grâce à notre fidèle lampe de bureau, la pièce n'était pas complètement plongée dans l'obscurité. C'est alors que ma collègue est entrée, visiblement à la recherche de quelque chose dans le placard de rangement, probablement du papier de construction ou de la peinture, d'après ce que je pensais. L'objet qu'elle cherchait était rangé en hauteur, et je faisais de mon mieux pour la guider. Elle me parlait depuis le placard, me disant qu'elle ne trouvait pas ce qu'elle cherchait. Je plaisantais en lui rappelant l'existence du marchepied caché quelque part. Je riais en secouant la tête, amusé. Mais en m'approchant du placard pour l'aider, j'ai découvert un placard vide. Plus un bruit, plus de collègues. J'ai vérifié la salle des manteaux et même la salle de bains adjacente, mais rien. Pensant à une farce, j'ai demandé aux autres, moitié en plaisantant, si quelqu'un essayait de me jouer un tour. C'est là que les choses ont pris une tournure étrange. Une autre collègue m'a confirmé que la personne que j'avais vue était partie déjeuner depuis 20 minutes déjà. Mon estomac s'est noué en réalisant ce que cela impliquait. Quand elle est finalement revenue, je lui ai demandé en plaisantant si elle avait vraiment été chercher du papier de construction ou de la peinture. Mais elle m'a regardé, complètement perdue, et m'a assuré qu'elle n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Je n'ai toujours pas d'explication pour ce moment, mais j'en garde un souvenir assez dérangeant. Aujourd'hui, quelque chose de vraiment étrange s'est produit. En sortant de la douche, j'ai remarqué mon téléphone posé sur le panier à linge. J'ai eu cette drôle de pensée, ça ne ressemble pas à mon téléphone. C'est la dernière fois dont je me souviens l'avoir vu. Plus tard, en partant pour le travail, j'ai voulu le récupérer, mais il n'était plus là. J'ai alors passé 10 bonnes minutes à fouiller toute la maison de fond en comble, mais impossible de remettre la main dessus. Résultat, j'étais en retard et sans téléphone. À l'heure du déjeuner, quelque chose d'encore plus étrange est arrivé. J'ai ressenti une sensation bizarre, comme une intuition, en me dirigeant vers ma voiture. Ce pressentiment m'a poussé à ouvrir la portière de la banquette arrière. Et là, mon téléphone était là, posé sur le siège arrière, sous le soleil brûlant, avec cette apparence familière que j'attendais. Contrairement à ce matin, il avait l'air parfaitement normal. Le hic, c'est que je n'ai pas mis les pieds à l'arrière de ma voiture aujourd'hui. En fait, cela doit faire au moins une semaine que je n'ai même pas regardé là-bas. Je n'ai aucune idée de comment il a pu se retrouver là. Est-ce que j'ai imaginé l'avoir vu sur le panier à linge ce matin? Ou est-ce que mon téléphone a littéralement disparu avant de réapparaître à l'arrière de ma voiture? Ce genre de situation me laisse totalement perplexe. Il y a de nombreuses années, je me suis rendu au Danemark pour assister au mariage de mes amis. Ma mère et son partenaire m'accompagnaient pour l'occasion, et comme je n'avais pas encore trouvé de tenue, nous avons décidé de faire du shopping sur Strøget, la grande rue piétonne de Copenhague. J'étais optimiste à l'idée de trouver une belle robe, mais au fil des boutiques, je n'étais impressionné par rien. La mode de cette saison-là était un peu terne, et rien ne me plaisait vraiment. La pluie s'est mise à tomber, et après des heures à arpenter les magasins, nous étions trempés et fatigués. Mais finalement, nous avons repéré une boutique que j'avais toujours appréciée, une chaîne bien connue. Ma mère et moi sommes entrés pendant que son partenaire fumait sous un petit auvent à l'entrée, essayant de s'abriter de la pluie. Dès que nous avons franchi la porte, la scène qui nous attendait à l'intérieur m'a littéralement coupé le souffle. Le magasin était rempli de monde et les vêtements, c'était exactement tout ce que j'aimais. Il y avait une abondance de robes dans toutes les nuances de violet, des jupes aux motifs dorés, des couleurs éclatantes et des tissus magnifiques. Pour une fois, je me sentais véritablement excité à l'idée de faire des emplettes. J'ai dit à ma mère que non seulement j'allais acheter une robe, mais probablement plusieurs tenues tellement tout me plaisait. Elle aussi, bien que ce soit un magasin plutôt destiné aux jeunes,
avait repéré des choses qu'elle voulait essayer. Nous avions les cheveux mouillés et nos vêtements trempés par la pluie, donc nous avons décidé de revenir le lendemain pour ne pas gâcher l'expérience et aussi pour ne pas laisser son partenaire trop longtemps dehors sous la pluie. Il y avait même un étage supérieur, et bien qu'on ne l'ait aperçu qu'à travers les escaliers, on devinait que le choix serait aussi somptueux qu'en bas. En sortant, j'étais presque euphorique, une sensation rare pour moi, qui n'aime pas particulièrement faire les magasins. Le lendemain, nous nous sommes précipités directement vers la boutique. J'étais impatiente, tout comme ma mère, mais dès l'instant où nous avons vu la devanture, quelque chose semblait différent. L'enseigne était la même, le magasin en face était toujours là, mais quelque chose dans l'ambiance et l'aspect général détonnait. Je me suis dit que c'était probablement mon imagination, alors nous sommes rentrés. Mais là, c'était la douche froide. L'intérieur n'avait rien à voir avec ce que nous avions vu la veille. Les vêtements étaient d'un style totalement différent, semblable à ceux de toutes les autres boutiques que nous avions visitées la veille, des couleurs ternes, des modèles banals. L'étage supérieur avait disparu. La disposition entière du magasin était différente, presque méconnaissable. Ma mère, aussi choquée que moi, s'est approchée de la vendeuse pour lui demander si le magasin avait été réaménagé pendant la nuit. La vendeuse lui a répondu d'un ton désinvolte. « Non, on reçoit de nouvelles collections une fois par semaine, c'est tout. » Nous étions complètement abasourdis. Tout ce que nous avions vu, les vêtements vibrants, l'étage supérieur, les foules de clients, tout avait disparu, comme si cela n'avait jamais existé. En sortant, nous avons même remarqué que l'auvent sous lequel le partenaire de ma mère s'était abrité la veille avait lui aussi disparu. Cette expérience nous a hantés pendant des années. Ma mère, qui adore la mode, en parlait souvent avec une pointe de regret, se souvenant de ces vêtements magnifiques qu'elle avait espéré essayer. C'était sans doute la seule fois où nous avions partagé un vrai moment de complicité autour des vêtements. Et depuis ce jour, je me demande ce qui se serait passé si nous avions acheté quelque chose ce jour-là. Aurions-nous rapporté des tenues qui auraient ensuite disparu? Est-ce que des choses comme ça se produisent plus souvent qu'on ne le pense, dans des recoins cachés de la réalité? Une autre chose étrange, c'est que cette boutique était pleine de monde. Stroget, bien que très fréquentée, n'avait pas de boutique particulièrement bondée ce jour-là. Pourquoi celle-ci aurait-elle été tellement animée alors que toutes les autres étaient calmes? C'était comme si cet endroit appartenait à une version différente de la rue, une dimension parallèle où la mode brillait de couleurs et d'enthousiasme. Cette histoire est devenue une sorte de légende dans ma famille. Mon mari, qui a l'habitude que je raconte des événements étranges, admet que celui-ci reste le plus mystérieux, surtout parce que ma mère l'a vécu aussi. Quant à son partenaire, qui ne croit à rien de surnaturel, il n'a jamais pu donner d'explication. Ce soir, ma famille a vécu un étrange glitch tous ensemble pendant le dîner. Nous étions en train de manger du saumon, des pommes de terre et plein d'autres légumes. La règle à table est simple, chacun doit finir ce qui est dans son assiette avant de pouvoir en demander davantage. Mon mari a rappelé cette règle à notre plus jeune, qui demandait plus de saumon alors qu'il lui restait encore des morceaux de courgettes jaunes et des pommes de terre. Depuis quelque temps, notre plus jeune fait la tête aux légumes, surtout à la courgette jaune. Pour l'encourager, j'ai échangé ces morceaux de courgettes contre du brocoli, ce qui l'a rendue heureuse. Elle a tout mangé, a ensuite terminé ses pommes de terre, et, quand j'ai vu son assiette complètement vide, je lui ai redonné du saumon. J'ai pris soin d'enlever les arêtes principales, et mon mari a vérifié le reste pour s'assurer qu'il n'y en avait pas d'autres. Puis, tout à coup, je remarque de nouveau des pommes de terre et de la courgette jaune dans son assiette. C'était si étrange que j'ai même pensé que mon mari avait dû lui en resservir sans me prévenir. C'était bizarre, car je savais qu'elle commençait à être rassasiée, et j'étais certaine que le saumon devait être sa dernière portion. Pourtant, j'ai eu tort, car elle a encore demandé du saumon après avoir fini cette mystérieuse deuxième portion de légumes. Mon mari lui a rappelé la règle, et j'ai suggéré que, puisqu'elle avait déjà terminé sa première portion de légumes, elle n'était pas obligée de finir cette assiette-là, d'autant plus qu'elle n'avait pas demandé elle-même ses légumes supplémentaires. Mon mari, cependant, a affirmé que c'était ses légumes d'origine et qu'il les avait vus là au moment où je lui avais servi le second morceau de saumon. On a commencé à discuter,
chacun persuadé d'avoir raison, et il est devenu clair qu'on avait vécu deux versions différentes de ce dîner. Notre plus jeune ne se souvenait pas du tout de la façon dont les légumes étaient revenus dans son assiette, mais elle savait qu'elle avait bien nettoyé son assiette la première fois. Notre aînée, quant à elle, a confirmé avoir vu l'assiette vide et a plaisanté en disant que ce devait être l'un de ses nouveaux amis fantômes qui aimait bien donner aux gens des choses dont ils ne voulaient pas. Franchement, je n'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé. Cela devient frustrant parce que ce genre de glitch semble de plus en plus fréquent dans notre maison, et il est déstabilisant de ne pas voir tous la même chose. Ces moments nous laissent perplexes et nous amènent à nous demander s'il y a des forces invisibles autour de nous, ou si nous faisons tous simplement l'expérience de réalités parallèles sans le savoir. Cet événement remonte à environ 5 ans, lorsque ma belle-fille avait autour de 6 ou 7 ans. Bien que cela m'ait vraiment laissé perplexe, j'avais fini par laisser tomber, en me disant qu'il devait y avoir une explication rationnelle, un mauvais souvenir, une simple erreur d'attention. Mais d'après ma perspective, j'étais absolument certain de ce que j'avais vu. C'était un moment tout simple, une petite scène de la vie quotidienne, mais qui m'a marqué. Un soir, je demande à ma belle-fille de sortir la poubelle jusqu'au bout de l'allée pour la collecte du lendemain. À cette époque, elle venait d'obtenir son premier iPhone et, comme beaucoup de jeunes, elle passait plus de temps à le regarder qu'à faire ses tâches. Depuis la porte, je la vois s'approcher de la poubelle, la saisir d'une main, et de l'autre main, elle sort son téléphone de sa poche arrière. Elle commence alors à marcher vers la rue, les yeux rivés sur l'écran, un peu en galère pour manœuvrer la poubelle et avancer en même temps. Son visage était illuminé par la lumière de l'écran, preuve qu'elle ne faisait pas vraiment attention à ce qu'elle faisait. En atteignant le trottoir, elle laisse la poubelle rouler vers le bas, et elle bascule maladroitement avant de tomber sur la chaussée. À ce moment-là, je me prépare à lui faire une remarque, pensant qu'elle aurait eu bien moins de difficultés si elle avait simplement regardé devant elle au lieu de s'absorber dans son téléphone. Elle range alors le téléphone, relève la poubelle et revient vers la porte. Quand elle entre, je commence à lui faire la morale, un peu irrité. Mais sa mère intervient aussitôt pour la défendre, en me disant qu'il ne fallait pas exagérer. Je lui explique que si la poubelle est tombée, c'est parce qu'elle regardait son téléphone au lieu de se concentrer. Et là, sa mère me regardait, de plus en plus agacée, dit « Elle n'avait même pas son téléphone sur elle. »« De quoi tu parles ?» Ma belle-fille me montre qu'elle n'a effectivement rien dans les poches, puis elle va jusqu'à sa chambre pour ramener le téléphone, qui était resté là tout ce temps. Mais, comment ? J'étais certain d'avoir vu son visage éclairé par l'écran du téléphone tandis qu'elle marchait avec la poubelle. Je lui dis que je peux prouver ce que j'ai vu en consultant les images de la caméra de surveillance près de notre porte d'entrée. En plein milieu de notre dispute, j'ouvre l'application pour regarder la vidéo en plein écran. On la voit sortir de la maison, et effectivement, ses poches sont complètement vides. Elle prend la poubelle, continue de marcher, et disparaît du champ de la caméra. Le souvenir le plus clair de cette scène, c'était la lueur de son écran sur son visage alors qu'elle marchait en traînant la poubelle. Et pourtant, d'après toutes les preuves, elle n'a jamais eu le téléphone avec elle. Je m'étais toujours amusé à lire des récits de phénomènes inexplicables, mais je les prenais comme de simples histoires divertissantes. Ils semblaient appartenir à un autre monde, quelque chose de très éloigné de ma propre réalité. Mais ce moment-là, il m'a vraiment secoué. Je ne comprends pas comment j'ai pu voir quelque chose d'aussi précis, d'aussi clair, et que pourtant, les faits prouvent que cela n'a jamais eu lieu. Je suis actuellement à Porto Rico, dans un Airbnb situé dans une petite communauté résidentielle. Mon arrivée ici s'est faite à travers une série de synchronicités positives, presque comme si quelque chose m'avait guidé. Depuis environ 8 mois, je suis plongé dans une période de découverte personnelle, spirituelle et même, disons, interdimensionnelle. Je suis à Tuquillo, une petite ville en bord de mer. Ce qui m'est arrivé récemment m'a vraiment secoué, et je me demande si d'autres ont vécu quelque chose de similaire. L'autre jour, j'ai décidé de sortir pour fumer, car je dois le faire en dehors de la propriété. J'étais littéralement à 2 pâtés de maison de mon Airbnb. J'avais marché une demi-ruelle, fait demi-tour, mais en me retournant, tout avait changé. En plein jour,
je me retrouvais soudain sur une rue qui m'était complètement inconnue, avec des maisons différentes et des repères qui ne m'étaient pas familiers. Comme je me repère facilement par les points de repère, je savais que je n'étais plus sur la même rue. C'était terriblement perturbant, et ce qui m'a le plus frappé, c'est que chaque maison avait des chiens qui aboyaient sans relâche, une véritable cacophonie. Je commençais à transpirer, complètement perdu, jusqu'à ce que je demande mon chemin à quelqu'un. Apparemment, j'étais à une rue de là où je pensais être. J'ai alors tourné un coin, et là, comme par miracle, j'ai retrouvé mon Airbnb immédiatement. Mais le plus étrange est survenu quelques instants plus tard. Il y a à peine 10 minutes, j'ai voulu refaire le chemin pour voir ce qui s'était passé. Et, cette rue, celle qui m'avait complètement déconcerté, n'est tout simplement plus là. Elle n'existe plus. Je ne comprends pas, j'ai refait le chemin exact, mais la rue où je m'étais perdu a comme disparu. Je ne peux m'empêcher de me demander ce qui s'est passé. Je n'ai pas perdu de temps, je n'ai pas eu de blackout. Les choses me semblent légèrement différentes, mais je ne sais pas si c'est simplement dû au choc de l'expérience. Cette sensation d'avoir vécu quelque chose d'inexplicable me perturbe profondément. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu une expérience similaire ? Ce qui m'est arrivé les 20 et 21 octobre 2018 est l'un des événements les plus inexplicables de ma vie, et même aujourd'hui, j'y pense régulièrement en me demandant ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Je ne sais pas si c'était un glitch dans la matrice ou autre chose, mais cela reste l'une des choses les plus étranges que j'ai jamais vécues. À l'époque, j'étais étudiant, et je vivais dans un appartement en copropriété hors campus avec mon colocataire et meilleur ami, Glenn. L'appartement appartenait à sa mère et à son beau-père, qui nous le louaient pour qu'on soit plus près du campus. Nous vivions là tous les deux, avec mon chat Shira. L'appartement avait 2 chambres et 2 salles de bain. Glenn occupait la chambre principale, dont la salle de bain était accessible uniquement par sa chambre. Nous avions des règles de respect strictes et ne rentrions jamais dans la chambre de l'autre sans permission. J'ai noté tous les détails dans mon journal le lendemain matin, donc je peux être précis dans les faits. Le samedi 20 octobre 2018, à 16h, mon ami Colin m'a rejoint à l'appartement pour qu'on aille rendre visite à un autre ami. En partant, tout était normal dans l'appartement. Glenn était là, mais il prévoyait de partir à 18h pour passer la nuit chez sa copine, comme il le faisait souvent. Colin et moi avons passé la soirée chez notre amie, et vers 23h, nous avons décidé de rentrer chez moi pour discuter un peu avant qu'elle ne parte, puisque nous habitions dans le même quartier. Quand nous avons ouvert la porte d'entrée, une odeur si forte de fébraise nous a envahis que nos yeux ont commencé à piquer. L'air était saturé d'un parfum artificiel insupportable, le genre de senteur tropicale fruitée, aloe, qui semblait avoir envahi chaque recoin de l'appartement. Ce n'était pas une simple vaporisation, mais comme si quelqu'un avait vidé un flacon entier dans l'air. L'odeur était si forte que j'avais l'impression que mes lunettes étaient couvertes de buée. Colin et moi pouvions goûter l'air chimique, et il était presque impossible de rester dans l'appartement plus d'1 minute. On s'est regardé en se demandant pourquoi Glenn aurait fait une chose pareille. En plus, je ne me rappelais même pas que nous avions du fébraise chez nous. Glenn et moi sommes tous deux sensibles aux odeurs, donc je ne comprenais vraiment pas pourquoi il aurait fait ça. En colère, j'ai vérifié chaque pièce de l'appartement, persuadé que Glenn avait aspergé du fébraise partout. J'étais encore plus frustré en ouvrant la porte de ma chambre et de ma salle de bain, toujours fermée, et en constatant que l'odeur y était tout aussi forte. Dans mon esprit, cela signifiait que Glenn avait non seulement aspergé tout l'appartement, mais aussi envahi ma chambre et ma salle de bain privée, ce qui constituait une intrusion de notre accord de respect mutuel. Nous avons fini par trouver le flacon de fébraise sur le comptoir de la cuisine. Il était à moitié vide et en parfait état, aucune fuite. À ce moment-là, mes lèvres commençaient à picoter à cause des produits chimiques dans l'air, et Colin et moi avons décidé d'ouvrir toutes les fenêtres et de sortir un moment pour respirer de l'air frais. À 23h28, j'ai envoyé un message à Glenn, en essayant de rester calme. Pourrais-tu éviter d'utiliser ce désodorisant à l'avenir ? J'ai l'impression de respirer des produits chimiques, et mes lèvres picotent. Je n'ai pas reçu de réponse tout de suite, et Colin est finalement parti. Vers minuit, je suis rentré pour essayer de dormir,
mais l'odeur était si insupportable que je ne pouvais pas rester dans ma chambre. J'ai dû m'installer sur le canapé dans le salon, à côté de la porte-fenêtre que j'avais laissée ouverte pour faire rentrer un peu d'air frais. Ma langue et mes lèvres gonflaient, et j'ai pris un antihistaminique pour calmer la réaction. À 1h37, j'ai renvoyé un message à Glenn. Est-ce qu'on peut ne plus jamais utiliser de Febreze? Ma langue fait des bosses et mes lèvres gonflent, ça me fait flipper un peu. Puis, toujours sur le canapé près de la porte ouverte, je me suis finalement endormi. Le lendemain matin, à 7h32, Glenn a répondu en s'inquiétant de mon état. Il m'a demandé si j'allais bien et a suggéré que je faisais peut-être une réaction allergique. Je lui ai répondu que j'avais pris du Benadryl et que ça allait un peu mieux, mais que c'était bien le Febreze qui en était la cause. Il a alors répondu: est-ce que tu as utilisé le Febreze toi-même, avant de proposer de vérifier si c'était dû à notre bougie parfumée. À ce moment-là, je commençais à être frustré. Comment pouvait-il penser que c'était la bougie alors qu'il y avait clairement du Febreze dans l'air partout? Je lui ai répondu en disant que c'était le Febreze sur le comptoir de la cuisine. Glenn semblait encore plus confus, affirmant que le désodorisant devait être resté dans son armoire de salle de bain, dans sa chambre, et non dans la cuisine. Quand Glenn est finalement rentré à 8h38, il a immédiatement senti l'odeur persistante et m'a dit « On dirait qu'une bouteille de parfum a explosé ». Je lui ai dit que j'étais persuadé que c'était lui qui avait aspergé du Febreze dans tout l'appartement, mais il a nié, de plus en plus confus. Il m'a juré qu'il n'avait jamais utilisé ce désodorisant la veille. On a tous les deux commencé à paniquer, réalisant que cela signifiait que quelqu'un était probablement entré chez nous pendant notre absence, entre 18h et 23h. Cependant, il n'y avait aucun signe d'effraction, rien de déplacé, rien de volé, si ce n'est le désodorisant du cabinet de salle de bain de Glenn, qui avait été utilisé à outrance et laissé sur le comptoir de la cuisine. Nous avons essayé de penser aux quelques personnes ayant une clé de notre appartement. La mère de Glenn était en déplacement hors de l'État, son beau-père n'avait aucune raison de passer, et aucun de mes proches n'était venu. Le lundi matin, nous avons décidé de parler au bureau de la copropriété, en leur demandant s'ils avaient un double de notre clé ou si un membre de la maintenance aurait pu entrer. Ils nous ont dit qu'ils avaient bien un double de notre clé, mais que la maintenance ne travaillait pas le samedi soir, et qu'aucun membre de l'équipe n'avait de raison de se rendre dans notre appartement. Je reste perplexe, car rien ne semble pouvoir expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Après toutes ces années, je n'ai toujours aucune réponse. Pourquoi quelqu'un entrerait chez nous, aspergerait tout de Febreze, puis repartirait sans toucher à rien d'autre? Rien n'a jamais été aussi étrange dans ma vie. Tous mes amis connaissent cette histoire sous le nom de l'incident du Febreze et plaisantent en disant que je la ressors à chaque occasion. Mais honnêtement, je ne pense pas que je pourrai jamais l'oublier, ni m'empêcher de chercher une explication. Ce matin-là, en me levant, quelque chose me semblait un peu étrange, mais sans que je sache quoi exactement. Il n'y avait aucun bruit dans la maison, ce qui était inhabituel car ma mère était toujours la première réveillée. D'ordinaire, je pouvais entendre le bruit léger de la machine à café ou le cliquetis de son clavier depuis son bureau. Mais là, rien. Juste un silence absolu. En descendant les escaliers, j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre qui donnait sur l'allée. Sa voiture n'était pas là. Je me suis dit qu'elle avait dû sortir pour quelques courses matinales ou pour aller prendre quelque chose en ville. Mais en passant devant son bureau, l'évidence m'a frappé, non seulement elle était partie, mais elle n'avait même pas laissé de notes, ce qui ne lui ressemblait pas du tout. Environ 10 minutes plus tard, je retourne dans la maison, pensant simplement continuer ma journée, quand je la trouve là, assise dans son bureau, parfaitement installée. Elle était concentrée sur son ordinateur, comme si elle avait été là depuis des heures. Perplexe, je m'approche et lui demande en plaisantant où elle s'était cachée ce matin. Elle me répond avec un regard surpris, « Comment ça, cachée ? J'ai été ici toute la matinée. » Je reste interdit. Sa voiture, pourtant, n'était pas là plus tôt. Je l'avais bien remarqué, et elle-même n'était pas dans la maison, j'en étais sûr. Je me demande alors si elle ne me cache pas quelque chose ou si elle se moque de moi. Je décide d'aller vérifier à nouveau dehors, un peu troublé mais pensant qu'il s'agissait sûrement d'un malentendu.
Mais en sortant cette fois, je découvre que sa voiture a encore disparu. L'allée est vide, comme ce matin. Je commence à me sentir pris dans un engrenage inexplicable, une sorte de rêve éveillé où la réalité semble se dérober. Je retourne immédiatement à l'intérieur pour voir si elle est encore là, mais non, son bureau est désert à présent. La maison semble presque différente, comme si quelque chose dans l'air ou la lumière avait changé. Je reste là, immobile, tentant de rationaliser. Peut-être qu'elle est partie faire une course et que je n'ai pas entendu ? Peut-être que tout ceci n'est qu'une coïncidence étrange ? Mais mon instinct me dit autre chose. C'était comme si j'avais brièvement basculé dans une autre version de la journée, où elle était là, avant de revenir à cette version où elle ne l'est pas. Puis, à peine quelques minutes plus tard, je l'entends rentrer. Cette fois, je la vois sortir de sa voiture et marcher vers la maison. Elle entre, un sac de course à la main, l'air parfaitement normal. Je décide de ne rien lui dire, encore un peu chamboulé par ce que je viens de vivre. Je l'observe en silence, cherchant des indices, des incohérences, mais tout semble parfaitement en place, comme si rien d'étrange ne s'était produit. Je n'ai toujours aucune explication. Ce sentiment d'avoir changé de ligne de temps ou d'avoir brièvement habité une version alternative de la réalité me hante. Des questions sans réponse me trottent dans la tête. Est-ce que c'était un simple jeu de mon esprit ? Est-ce que la réalité elle-même peut parfois vaciller et nous donner un aperçu de quelque chose d'autre, d'une autre version de nos vies ? Ce moment a laissé en moi une impression étrange, presque dérangeante, comme si j'avais effleuré les frontières du réel, juste assez pour entrevoir un monde parallèle, où ma mère était là, et pas là en même temps. Cela s'est passé il y a environ 4 ans, et je reste encore totalement déconcerté par ce qui s'est passé cette nuit-là. J'avais juste mis mon fils de 8 ans au lit, il est autiste, et, en revenant dans ma chambre, je me suis souvenu qu'il fallait que la petite souris passe cette nuit-là. Je me suis donc installé dans ma chambre, attendant qu'il s'endorme avant d'intervenir. L'appartement était plongé dans le silence, à part le bruit lointain du sèche-linge en marche. Soudain, j'ai entendu un bruit étrange, comme un petit tintement, le genre qu'on entend sur le collier d'un chaton. Intrigué, j'ai pensé qu'un objet avait peut-être glissé du sèche-linge, mais non, tout semblait en place. Je jette un coup d'œil vers l'escalier qui mène aux chambres des enfants et je constate que la barrière de sécurité est toujours en place. Cette barrière, pour préciser, était extrêmement bruyante. Chaque fois qu'on la déplaçait, elle grinçait terriblement, et il était impossible de ne pas la cogner contre les murs dans l'espace étroit de l'escalier. De plus, ma chambre est située directement en face de l'escalier, juste un peu sur le côté, donc j'aurais sans doute remarqué s'il avait descendu les marches. Malgré cela, un pressentiment m'a poussé à monter pour vérifier. Je suis d'abord entré dans la chambre de ma fille, elle dormait paisiblement dans son lit. Puis, j'entre dans la chambre de mon fils et là, son lit est vide. À sa place, il y avait une boîte de crème glacée, encore bien froide et à peine fondue. Mon premier réflexe a été de penser qu'il m'avait entendu monter et s'était caché, craignant de se faire gronder pour avoir pris la glace sans permission. Alors, je commence à l'appeler, pensant le trouver dans son placard. Mais rien. Son placard est vide, et je commence à sentir l'angoisse monter. Mon cœur s'emballe. Je cours jusqu'à la salle de bain, pensant peut-être qu'il s'y est réfugié, mais encore une fois, il n'y est pas. Paniqué, je descends en courant, et en jetant un regard par la fenêtre du salon, je vois, à mon immense soulagement, une voisine qui le ramène à l'appartement. Je n'arrive pas à comprendre comment elle a su dans quel appartement l'amener, car mon fils, même aujourd'hui, n'a pas la capacité de communiquer suffisamment pour donner une adresse. Je cours dehors, le prends dans mes bras, sans pantalon ni rien, et commence à pleurer, soulagé au-delà des mots. Depuis ce jour, je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, et cela me hante. Il aurait dû être impossible que je ne l'entende pas descendre les escaliers, surtout avec cette barrière bruyante et notre congélateur qui fait également beaucoup de bruit chaque fois qu'on l'ouvre. Je me demande comment la glace a pu se retrouver si fraîche sur son lit, comme s'il venait de la prendre quelques instants auparavant. J'ai essayé, par la suite, de lui demander ce qui s'était passé, mais il est incapable de m'expliquer, et cela reste un mystère pour moi. Cette nuit-là me laisse perplexe. Je me demande si j'ai basculé dans une sorte de moment hors du temps,
où la logique s'est brièvement effondrée. Environ en 1994, mon petit ami, aujourd'hui mon mari, et moi traversions le pays des temps ouest pour la première fois. C'était la nuit, et nous empruntions de petites routes désertes au fin fond du Nouveau-Mexique, où il n'y avait quasiment aucun signe de vie. Soudain, nous passons devant un vieil homme noir, au bord de la route, faisant du stop. Il était légèrement penché et, en passant lentement, il a tourné la tête et nous a adressé un sourire lent, presque inquiétant. Aujourd'hui, en 2024, il est difficile de décrire à quel point cette route était isolée et combien de temps nous avions roulé sans rien voir, à part le néant autour de nous. C'était ce genre d'endroit où l'on se demande si on est les seuls êtres vivants dans un rayon de kilomètres. Sur le moment, on a eu un frisson. On s'est regardé, un peu nerveux. « Tu as vu ça? Comment est-ce qu'il est arrivé ici ?» Aucun d'entre nous ne pouvait comprendre comment quelqu'un pouvait se retrouver à faire du stop dans un endroit aussi perdu, aussi désert. Alors on a continué notre route, silencieux. Toujours rien à l'horizon, que l'obscurité et les paysages arides du désert. On a roulé ainsi, encore une bonne quarantaine de minutes. Et puis, je jure que c'est la vérité, là, au bord de la route, il y avait à nouveau le même homme. Le même vieil homme, dans la même posture, toujours en train de faire du stop. C'est inexplicable, même aujourd'hui. Nous n'avons aucune idée de ce qui s'est passé cette nuit-là, ni comment cet homme a pu se trouver à nouveau devant nous, sur cette même route. C'est un souvenir qui nous hante, un moment hors du commun que nous n'oublierons jamais. Je me suis cassé la clavicule gauche hier soir, et ce matin je me suis réveillé avec la clavicule droite cassée et la gauche parfaitement intacte. Je n'ai aucune explication, et tout le monde me dit que c'est ma clavicule droite qui a été fracturée, pas la gauche. Pourtant, j'ai des souvenirs très précis de cet accident, je me souviens de la douleur intense et de la sensation d'avoir la clavicule gauche qui se déplaçait, qui sortait presque de sa place. Je me souviens des médecins me prescrivant une écharpe pour le bras gauche, et je me revois même en train de passer la radio avec cette écharpe. Ce jour-là, je jouais au football avec des amis, et en pleine action, j'ai été plaqué et basculé sur le côté, ma clavicule prenant tout le choc. J'ai demandé à mes parents s'ils avaient des photos de moi avec l'écharpe, mais ils n'en avaient aucune. Cette situation est vraiment étrange, et personne autour de moi ne semble me croire. C'est comme si tous les souvenirs que j'ai de cette blessure appartenaient à une autre réalité. Pour en avoir le cœur net, j'ai finalement consulté un médecin pour faire un suivi et vérifier si je n'avais pas subi de traumatisme crânien. Mais selon les examens, aucun signe de commotion ou de lésion cérébrale. Les radiographies montrent clairement que c'est la clavicule droite qui a été cassée. Pourtant, je n'ai aucun souvenir de cela. Je n'ai aucune explication logique. C'est comme si le soir où je me suis blessé, quelque chose avait changé ou basculé, comme si mes souvenirs avaient été modifiés ou que j'avais brièvement vécu une réalité où c'était ma clavicule gauche qui s'était fracturée. L'autre soir, j'étais en train de préparer le dîner. J'avais prévu de faire des fajitas de poulet avec du riz. Dans l'après-midi, j'avais sorti du poulet du congélateur pour le laisser décongeler tranquillement. Une fois décongelé, je l'ai remis au milieu du frigo, parce que ce n'était pas encore l'heure de cuisiner. À ce moment-là, le frigo était presque vide, donc je savais exactement où je l'avais mis. Quand l'heure du dîner est enfin arrivée, j'ai pris tout ce dont j'avais besoin dans le frigo pour commencer les préparations. J'ai d'abord décidé de m'occuper des légumes, donc j'ai replacé le poulet dans le frigo en attendant de l'utiliser pour éviter qu'il ne reste trop longtemps dehors. Une fois les légumes prêts, je retourne au frigo pour attraper le poulet, mais là, plus de poulet. Il avait disparu. Et j'étais seul à la maison, donc personne d'autre pour le déplacer. D'abord, j'ai pensé que je l'avais peut-être remis dans le congélateur par erreur. Mais non, il n'était pas là non plus. J'ai fouillé chaque recoin de ma cuisine, la table de la salle à manger, le frigo de haut en bas et même le congélateur une nouvelle fois, au cas où. Rien du tout. Le poulet avait juste disparu comme par magie. Je me demande encore comment ça a pu se produire. Où est passé mon poulet ?
J'étais en train de regarder les 3 derniers épisodes d'une série aujourd'hui. Juste avant de lancer l'épisode final, je me suis précipité aux toilettes, puis je suis revenu directement. En voulant reprendre la télécommande pour lancer l'épisode, j'ai remarqué qu'elle n'était plus sur le canapé. Bon, rien de grave. J'ai secoué mon plaid, vérifié entre les accoudoirs et les coussins, l'endroit habituel où elle tombe toujours. Puis j'ai regardé derrière les coussins, sous le canapé, rien. J'ai même fait un tour dans la salle de bain, la cuisine, l'autre salon et même dehors, sur le patio, au cas où. Toujours rien. Complètement perplexe, j'ai décidé d'appeler en FaceTime ma mère et mon frère, ils étaient ensemble, en espérant qu'ils seraient une deuxième paire d'yeux, car les mamans retrouvent toujours tout. Ils pensaient que j'étais un peu folle, mais je leur ai montré chaque endroit, ma main fouillant entre les coussins et dans tous les recoins de la maison. Mes coussins sont fixes, donc je ne peux glisser ma main que sur 4 petits centimètres avant d'être bloqué. Mon frère m'a même dit, c'est vraiment bizarre. Mais ma mère a fini par dire, assieds-toi et calme-toi, tu vas la retrouver. Et c'est là que les choses sont devenues vraiment étranges. Juste au moment où je me suis assise et que j'ai posé ma main sur le côté du canapé, la télécommande était là, parfaitement visible, coincée entre le coussin et l'accoudoir. Comme si elle n'avait jamais disparu. J'ai senti un frisson me parcourir le dos, un frisson si intense que ça m'a fait fondre en larmes. Une peur inexplicable m'a submergé, comme si quelque chose de profondément perturbant venait de se produire. Ma mère a trouvé ça hilarant, mais mon frère, lui, était perplexe. Il m'avait bien vu fouiller cet endroit plusieurs fois sans rien trouver. Mais là, comme par magie, la télécommande était réapparue, posée là, parfaitement visible. Ce soir-là, tout s'est décidé à la dernière minute. Un pote nous a invités à une soirée improvisée, mais le problème, c'est qu'on n'avait absolument rien à apporter. Pas de bouteilles, pas de snacks, rien. Avec 2 amis, on a donc décidé de filer au supermarché du coin pour acheter quelques bouteilles avant de rejoindre tout le monde. On savait que le magasin fermait bientôt, mais on était sûr de pouvoir faire ça en vitesse, attraper quelques bouteilles et filer. On arrive en courant devant le magasin et on voit un agent de sécurité à l'entrée qui nous regarde en secouant la tête. Dès qu'on s'approche, il nous intercepte, l'air sérieux. Il nous dit que le magasin va bientôt fermer et que, si on voulait vraiment des bouteilles, il faudrait qu'on aille ailleurs parce qu'ils allaient fermer les caisses d'une minute à l'autre. Les caissières étaient déjà en train de ranger leurs caisses et les derniers clients étaient en train de filer. Je lui ai répondu en lui promettant qu'on irait vite, qu'on serait dans et hors du magasin en moins de 5 minutes. Après une pause, il a fini par céder, nous laissant entrer avec un soupir agacé. On s'est rué dans les allées, le cœur battant, essayant de se rappeler où se trouvait le rayon des alcools. Une fois là-bas, on a commencé à prendre les bouteilles un peu au hasard, attrapant ce qui semblait festif et pas trop cher. Dans la précipitation, personne ne faisait vraiment attention à ce qu'on choisissait, on voulait juste éviter de se retrouver les mains vides à la soirée. Mais alors qu'on fouillait frénétiquement les étagères, j'ai soudainement ressenti une chose étrange, comme une vibration dans l'air. Au début, je pensais que c'était juste mon imagination ou peut-être le bruit d'un des réfrigérateurs, mais la sensation s'intensifiait. C'était comme un bourdonnement sourd qui passait à travers moi, une énergie étrange, presque oppressante. Autour de moi, mes potes ont commencé à remarquer aussi. L'un d'eux, pris de panique ou déstabilisé par cette sensation étrange, a lâché une bouteille qui s'est écrasée au sol, répandant du verre et du liquide partout. On s'est tous figés, regardant les éclats de verre au sol sans vraiment comprendre ce qui se passait. Et c'est là que j'ai commencé à remarquer des choses encore plus étranges. Les étagères devant moi, les bouteilles, même les murs semblaient légèrement ondulés, se tordre comme si tout l'espace autour de nous devenait malléable. Ce n'était pas juste un effet visuel, je pouvais le sentir dans tout mon corps, comme si mon propre équilibre en était affecté. Je ressentais une sorte de frisson intense qui me faisait trembler. L'agent de sécurité est soudain apparu, probablement attiré par le bruit de la bouteille cassée. Il nous demandait si tout allait bien, mais sa voix semblait lointaine, étouffée, presque irréelle. J'ai essayé de me concentrer sur ce qu'il disait, mais la sensation de vibration était si forte que je me sentais incapable de penser clairement.
C'était comme si tout autour de nous était en train de se distordre, et mon corps tremblait malgré moi, envahi par cette énergie étrange. Je me suis frotté les yeux, espérant que ce simple geste m'aiderait à retrouver mon équilibre. Juste une seconde, puis deux. Quand j'ai rouvert les yeux, tout était redevenu normal. On était encore dans le même rayon, devant les mêmes étagères, mais tout semblait avoir changé. La première chose que j'ai remarquée, c'est que le magasin n'était plus en train de fermer. Les lumières étaient plus vives, des clients faisaient tranquillement leurs courses autour de nous, et les caissières étaient en train de scanner des articles comme si de rien n'était. L'agent de sécurité avait disparu. Confus, je me suis tourné vers mes potes, qui semblaient aussi abasourdis que moi. L'un d'eux a sorti son téléphone pour vérifier l'heure, et on a tous constaté la même chose en silence. Il était 1 heure plus tôt que lorsqu'on était parti de chez nous. Je me sentais complètement perdu. C'était comme si, pendant quelques minutes, on avait été projeté dans un espace-temps différent, une réalité où les choses s'étaient déformées autour de nous, pour finalement revenir en arrière. On a fini par rassembler quelques bouteilles et quitter le magasin, mais la sensation de malaise ne me quittait pas. On était si secoué par ce qui venait de se passer qu'on a décidé de ne même pas aller à la soirée. On est rentré chez nous, complètement déconcerté. Plus tard, en racontant notre histoire à nos amis, ils ont tous pensé qu'on avait dû prendre quelque chose ou halluciner. Ils nous ont même accusés, en riant, d'avoir consommé de la drogue. Mais je savais, au fond de moi, que ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, n'était pas une hallucination. Ce soir-là, quelque chose de totalement inexplicable s'était produit, et même aujourd'hui, je ne peux m'empêcher d'y penser. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.